Le numéro 1 djiboutien a adressé un message de félicitations à son homologue turc dont le pays commémore ces jours-ci le 100e anniversaire de sa fête nationale. Et le président palestinien a appelé hier soir les dirigeants arabes à tenir un sommet d'urgence pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Nous sommes le dimanche 29 octobre 2023. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations en formant donc des vœux de santé et de réussite à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dont le pays commémore le 100e anniversaire de sa fête nationale. La nation sœur de Turquie est d'autant plus légitime de passer la célébration de son 100e anniversaire dans le faste et la grandeur qu'elle fait indubitablement office aujourd'hui de modèle de développement économique, sociétal et technologique, a écrit le président Guelleh dans le message adressé à Erdogan. Nous nous réjouissons des liens privilégiés, fruits des relations anciennes que nous avons en partage avec la République sœur de Turquie, a noté le chef de l'État dans le même document. Et cette déclaration, celle faite par l'ambassadeur de Turquie en République de Djibouti, Cenk Uras, je cite, « Cette année, nous sommes fiers et heureux de célébrer le 100e anniversaire de la République de Turquie. La République de Turquie, fondée le 29 octobre 1923, après une guerre d'indépendance de plus de 3 ans, a fait de grands pas vers la réalisation de normes modernes dans les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux, et a réussi à devenir un membre respecté de la communauté internationale au cours de cette période de 100 ans. L'année 2023 est aussi le 10e anniversaire de l'ouverture de notre ambassade sous la direction de notre président Recep Tayyip Erdogan et du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les relations entre la Turquie et Djibouti ont fait des progrès remarquables dans tous les domaines sur la base des liens historiques de fraternité et des principes de respect mutuel et de bénéfices communs. L'un de nos objectifs prioritaires est de porter nos relations à des niveaux plus élevés dans tous les domaines. D'autre part, je voudrais exprimer notre gratitude à l'administration postale de Djibouti pour l'émission d'un timbre spécial à l'occasion du 100e anniversaire de notre République et à la municipalité de Djibouti pour son geste aimable et sa solidarité en baptisant une place de la capitale Djibouti du nom d'Istanbul. Fin de citation. Sous la présidence du député Abdulrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères a examiné mercredi le projet de loi portant ratification et adhésion des statuts de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Cette séance de travail a vu la participation des parlementaires. Elle s'est tenue en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa, accompagné de hauts cadres de son département. Au terme des échanges approfondis et constructifs, la commission des affaires étrangères a transmis à la prochaine séance publique, avec son avis favorable, ce projet de loi. Également dans l'actualité, la capitale donc a été la cible de pluies diluviennes ces derniers jours, mais le déluge ne semble pas vouloir prendre fin. Cela a déclenché la crue de l'oued d'Ambouli, entraînant la fermeture des principales voies de circulation, en particulier près de la Palmeraie. Eh bien, la fermeture des routes a été mise en place aux alentours de 8h30 ce matin et cette mesure est restée en vigueur jusqu'à la mi-matinée. Notre équipe de reportage s'est immédiatement rendue sur les lieux pour constater la persistance de ces perturbations dans la circulation. Malgré les avertissements, quelques courageux ont tenté de traverser l'oued à pied, mettant ainsi leur vie en danger. Heureusement, les forces de police ont rapidement pris en main la situation, dirigeant les usagers de la route vers le pont d'Ambouli pour maintenir une circulation fluide dans les deux sens. À Djibouti, mais aussi dans certaines régions environnantes, le ciel reste obstinément chargé de nuages menaçants. Les précipitations qui se sont fait sentir depuis octobre continuent à arroser le pays, suscitant des inquiétudes quant à la saison des pluies qui s'étend désormais jusqu'en décembre. L'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI, continue le cadre de ses activités. Aujourd'hui, elle a organisé un atelier majeur sur l'identité numérique dans le cadre de la Semaine nationale de la cybersécurité. Cet événement a réuni des experts de renom de divers secteurs pour discuter des enjeux liés à l'identité numérique, devenant ainsi une étape cruciale dans la protection des données et des infrastructures numériques. Le panel d'experts comprenait des représentants clés du secteur, notamment
la Banque centrale, la société SDSI, spécialisée dans l'ingénierie logicielle, et l'intégration de solutions open source et propriétaires. Ces intervenants du premier plan ont partagé leur expertise pour mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées l'identité numérique et les solutions innovantes pour les relever. L'identité numérique est devenue un sujet central dans un monde de plus en plus connecté où les individus et les organisations dépendent fortement d'une présence en ligne sécurisée. Les discussions lors de cet atelier ont porté sur l'importance de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données numériques tout en facilitant l'accès aux services numériques de manière sécurisée. Il y a quelques jours, dans notre volet énergétique, nous avions à parler de la politique énergétique de notre pays, la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à un moment donc historique, un moment où l'innovation rencontre l'énergie renouvelable. Voici un magazine de la rédaction sur le projet éolien. Djibouti se tourne depuis plusieurs années déjà vers les énergies renouvelables pour sa transition énergétique. Depuis quelques années, notre pays ne cesse de multiplier les initiatives et ainsi adopter une stratégie énergétique tournée vers les renouvelables. Après une décennie de réformes et d'investissements stratégiques, le pays s'est lancé un nouveau défi, celui de miser sur sa politique nationale tournée vers les énergies renouvelables pour sa transition énergétique. Pour ce faire, Djibouti a réussi le tour de force et s'est forgé un destin grâce à la construction du parc éolien qui aujourd'hui est opérationnel. C'est sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, que le département de l'énergie chargé des ressources naturelles, avec à sa tête le ministre Younis Ali Guedi, a lancé les travaux de construction du parc éolien. La réalisation de cette infrastructure éolienne qui s'inscrit dans le cadre de la politique de valorisation du potentiel en énergie renouvelable est structurée sur le modèle des partenariats publics-privés. Ces parcs éoliens, les premiers de l'histoire de Djibouti, deviennent ainsi les premiers projets de grande envergure d'énergie renouvelable avec le développement des énergies propres qui découlent de la vision 2035 du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Rappelons que cette centrale éolienne est construite dans le strict respect des normes et standards internationaux. Elle comprend au total 17 éoliennes réparties sur une surface de 395 hectares. Les turbines sont portées par des mâts de plus de 150 mètres de hauteur. Chaque éolienne a une capacité de production de 3,46 MW, soit une capacité de production énergétique totale de l'ordre de 60 MW. Une fois cette première étape finie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est ensuite dirigé vers un deuxième site. Le chef de l'État a marqué les coups en procédant à l'inauguration des postes de distribution d'électricité. Sur place, il a été reçu par des personnalités clés telles que le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Moussia Ali Hassan Bardon, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, ainsi que le directeur de l'EDD, M. Jama Ali Guelleh, une journée qui a illustré un pas de plus vers un avenir énergétique durable. Ce projet va également établir des connexions cruciales avec les régions du nord du pays, tout en alimentant la zone économique spéciale du Goubet. Cette interconnexion stratégique ouvre la voie à un avenir énergétique plus durable, répondant ainsi à la demande croissante en électricité. À travers la mise en œuvre de cette centrale éolienne, la République de Djibouti poursuit trois principaux objectifs, à savoir la diversification de ses sources d'énergie, l'augmentation de façon substantielle de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques nationaux et surtout assurer sa sécurité énergétique, ce qui l'amènera progressivement vers son indépendance énergétique. Au-delà, il s'agit de faire de Djibouti un hub énergétique dans la sous-région est-africaine.
Dans l'actualité également, l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le CLé, a lancé à Dikil le projet GEA visant à soutenir les entreprises vulnérables, réunissant 340 femmes, formant 22 groupes composés chacun de 15 femmes issues de divers quartiers. Ce projet se veut être le fer de lance de la dynamisation des activités génératrices de revenus et des micro, petites et moyennes entreprises, insufflant ainsi une nouvelle vie aux ressources financières des individus vulnérables à Djikil. Ces piliers comprenant des réunions hebdomadaires, des prêts entre membres du groupe, des épargnes hebdomadaires, le remboursement ponctuel des prêts, la gestion des comptes et des activités Crédit Plus pour aller au-delà de l'épargne sont devenus la trame de fond pour ces femmes déterminées. Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités à générer des revenus, à améliorer leur accès aux ressources et aux opportunités économiques, ainsi que la réduction des disparités de genre dans les sphères économiques et sociales. Et notre équipe a pu recueillir quelques réactions, dont celle du chargé de communication du projet, Abdelrahman Younis Alel Lavassi. On va voir également que ce projet comportait des composantes. Une composante concernant comment renforcer les moyens d'existence des ménages, surtout les ménages des femmes les plus vulnérables, et une composante liée aux micro et petites entreprises. La composante qui nous concerne, c'est la composante de comment renforcer les moyens d'existence des ménages les plus vulnérables. Depuis ce lancement, le programme a rentré dans sa phase de croisière. Les femmes sous la supervision des chargés de programme. Et il faut savoir, dans le cadre des créations d'emplois, nous avons, dans le cadre de ce programme, dans sa partie GA, concept GA, il a été recruté 10 facilitatrices à raison de 5 facilitatrices par région. Donc une fois toutes ces procédures mises en place, les facilitatrices ont été formées. Et c'est elles qui ont servi de relais pour pouvoir sensibiliser et former les différents groupes femmes GA, que ce soit à Tadjoura ou à Dikil, pour les assimiler, pour leur inculquer les 6 critères du concept GA. D'abord, elle doit cotiser, fixer un montant dérisoire de l'ordre de 150 francs à 200 francs par membre, c'est-à-dire par femme, au sein de chaque groupe. Et il faut savoir également que chaque groupe est composé entre 13 à 15 femmes. Donc, le deuxième critère, c'est d'abord comment octroyer aussi les prêts qu'elles-mêmes, elles ont cotisés, c'est-à-dire leurs propres prêts en fait. Comment récolter aussi les prêts d'une manière hebdomadaire, comment rembourser également d'une manière régulière et assidue les prêts qui ont été octroyés en fait. Ensuite, les cahiers de comptabilité et enfin faire des activités de crédit plus. L'objectif recherché, c'est comment réduire les ménages vulnérables par la promotion des activités génératrices de revenus. Et c'est ce que la femme okaroise et la femme de Tadjoura ont bien compris aujourd'hui. Vous savez, le développement social fait partie des priorités du gouvernement. Sous la politique clairvoyante du chef de l'État, M. Ismaël Merguele, et bien sûr, nous comptons toucher jusqu'à 340 femmes dans le chef-lieu de Dikil et jusqu'à 280 femmes répartis en 18 groupes GA pour Tadjoura et en 22 groupes GA à Dikil. Qu'est-ce qu'elle a dit dans la première dame dans ses innombrables interventions? Elle avait dit « Quand la femme est active, la pauvreté est passive ». Ça, c'est Dixit Khadra Mohamed Haïd, première dame du pays et présidente de l'UNFD. Et cette session de formation sur le guide de plaidoyer interreligieux pour l'abandon des MGF, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, et l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, a organisé à l'ICBI un atelier de formation sur le guide de plaidoyer interreligieux pour l'abandon total des MGF en faveur des imams, des ulémas et leaders religieux et des pères éducateurs. L'atelier visait à former les pères éducateurs religieux sur le guide de plaidoyer interreligieux qui contribuera à renforcer les compétences des imams et des leaders religieux en tant que pères éducateurs et les aidera à améliorer le dialogue interreligieux pour promouvoir l'abandon des MGF au sein de leur communauté. L'atelier a vu la participation de la préfète adjointe de la ville d'Ali-Sébié et du coordinateur du projet, Ahmed Gaba Amal, que je propose d'écouter.
Mufti Abdurrahman Shamsuddin pour justement donc, assurer cette formation, ces sensibilisations. Et nous avons aussi avec nous donc Madame Nasr Mohamed Dini, chef de service donc, au ministère de la Famille et de la Famille, en charge donc, de ce programme MGF. Et la ville de Tadjoura a clôturé la semaine internationale de la jeune fille, placée sous le thème Notre leadership, notre bien-être. Cet événement célèbre la jeunesse féminine à travers le monde, mettant en lumière ses droits et son potentiel, tout en soulignant l'importance vitale de l'éducation des filles. Les élèves donc du lycée de Tadjoura ont présenté des sketchs et des poèmes dédiés à l'éducation des jeunes filles. Leurs performances ont suscité l'inspiration et l'émotion, rappelant à tous l'impératif d'assurer un accès équitable à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Cet événement a été rendu possible grâce à l'engagement de précieux partenaires tels que l'AFD, l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Les jeunes filles méritent d'être encouragées à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance en elles, car elles incarnent l'avenir et le moteur d'une société plus équilibrée et prospère. Je tiens à vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue au collège de Tadjoura. Alors, je suis ravie de vous voir aujourd'hui parmi nous pour célébrer cet événement spécial dans notre établissement. Alors, c'est depuis 2011, aujourd'hui, que les Nations Unies a dédié cette journée aux filles afin de reconnaître leurs droits des filles et le défi auquel elles sont confrontées dans le monde entier. Je vous encourage toutes à poursuivre vos passions, à prendre des risques et à croire en vous-même. Et le Croissant Rouge de Djibouti a organisé à Obok une réunion de plaidoyer sur la vaccination de routine des enfants de 0 à 23 mois et la vaccination contre la Covid-19. Ce projet de vaccination de routine est entrepris avec l'appui de l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé dans les 5 régions de l'intérieur. Le préfet de la ville d'Obok, Moussa Adelmigene, et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, et le président du comité régional de la branche de Bok, Ali Omar Ali, ont préparé cette réunion. Cet atelier de plaidoyer a réuni les sous-préfets, les leaders religieux, les techniciens de la santé et les sages de la région, ainsi que les représentants des associations des femmes de Bok. Ce projet vise à rehausser la couverture vaccinale en retrouvant les enfants perdus de vue qui n'ont pas entièrement été vaccinés. En outre, la vaccination contre la Covid sera également proposée aux personnes de plus de 18 ans. Et dans une victoire mémorable pour le gouvernement somalien, 99 citoyens somaliens ont enfin retrouvé la liberté après avoir enduré de longues années d'emprisonnement en Libye. Ces 99 courageux animés par le désir d'émigrer hors de la Libye avaient été capturés par des criminels libyens et détenus en otage pendant des années, certains pendant plus d'une décennie. Le retour triomphant a été accueilli par des scènes de joie à l'aéroport de Aden Adé à Mogadiscio, où ces rescapés de l'enfer libyen ont partagé leur bonheur d'être de retour dans leur cher pays. La Somalie est malheureusement l'un des pays africains d'où de nombreuses personnes cherchent à migrer vers l'Europe et de nombreux Somaliens restent emprisonnés dans des pays tels que la Libye. Certains ont même perdu la vie dans des conditions bien pénibles en détention, tandis que d'autres ont trouvé la mort en tentant la périlleuse traversée de la mer Méditerranée. Le retour de ces citoyens somaliens est un rappel puissant de l'importance de la coopération internationale pour résoudre les problèmes liés à la migration et de la nécessité d'investir dans des solutions à long terme pour améliorer la vie des jeunes somaliens chez eux afin qu'ils ne se sentent pas obligés de risquer leur vie pour chercher une vie meilleure ailleurs. Et je le disais en titre, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé hier soir, dans un discours prononcé au début de la réunion du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, les dirigeants arabes à tenir un sommet d'urgence pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Eh bien, le président palestinien a souligné qu'Israël avait répondu à la résolution de l'ONU sur un cessez-le-feu humanitaire par une invasion terrestre et une nouvelle escalade.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.